ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est améliorer ses connaissances pour augmenter son autonomie sur les voitures électriques. Que vous ayez déjà une voiture électrique, et dans ce cas, vous avez déjà probablement touché du doigt beaucoup des problématiques que nous allons aborder, ou que vous n'en ayez pas encore et que vous soyez plutôt dans une phase où peut-être de peur avec tout ce qu'on raconte sur la voiture électrique et les problèmes que l'on peut rencontrer avec d'autonomie. Et bien là, l'idée, c'est de se dire, une voiture électrique, c'est très simple à conduire, hein, il y a juste deux pédales, et voilà, il n'y a plus de boîte de vitesse, c'est très linéaire, c'est très simple à utiliser. Mais par contre, paradoxalement, pour les grands trajets, ça demande probablement de maîtriser un peu mieux la partie consommation et de bien comprendre comment vous pouvez influer sur la distance que peut parcourir votre voiture. Je rappelle que la première vidéo traitait de l'énergie et de sa conversion. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. La deuxième partie, donc, c'est le cœur du sujet dans lequel nous allons être à présent. Et puis la troisième partie va constituer à faire un comparatif entre la même voiture dans sa version thermique et électrique pour bien percevoir ces différences avec des chiffres simulés mais qui représentent la réalité. Allez, des petits rappels pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente ou ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire. Alors déjà, l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Eh bien, ça correspond à une force fois une distance. Alors une force, ça peut être par exemple pour lutter contre des frottements, par exemple des forces aérodynamiques. Ça peut être pour monter une côte. Ça peut être pour accélérer. Et on va multiplier ça par la distance sur laquelle on va faire cette action. Et ça va nous donner une énergie qu'on va exprimer normalement en joules et qu'on pourra convertir en kilowattheures. Et les kilowattheures, vous connaissez bien pour ceux qui ont des voitures électriques, puisque la capacité des batteries est donnée en kilowattheures. Alors petit rappel, une batterie qui est une grosse batterie par exemple de 100 kWh, qui fait partie plutôt des très grosses batteries qu'on a aujourd'hui sur les voitures électriques, et bien ça équivaut à seulement 10 litres de diesel. Donc en fait une voiture électrique ça embarque relativement peu d'énergie même si ça a une batterie très lourde. Alors qu'est-ce que je peux faire? Donc à 100 kWh de moyenne, je consomme environ 20 kWh au 100. Donc je vais pouvoir faire 500 km avec ma batterie de 100 kWh. Alors la puissance en watts, qu'est-ce que c'est que cette puissance? Eh bien, c'est l'énergie divisée par le temps disponible pour faire une action. Donc cette action de force fois distance. Donc là par exemple, ma batterie, elle va se vider en 5 heures. Et ma puissance utilisée sera en moyenne de 100 kWh divisé par 5 heures, soit 20 kW, ce qui équivaut environ à 27 chevaux. Et le temps de charge, il dépend donc de cette puissance de charge. Parce que la puissance, ça peut être une puissance de décharge, donc on va dépenser de l'énergie, mais c'est également une puissance de charge, ce qui correspond en fait à la capacité qu'a la batterie à accepter une certaine puissance de charge. Et qu'est-ce que c'est que le temps de charge? Ça va être l'énergie de ma batterie, donc sa capacité, divisée par sa puissance. Je recharge à une puissance moyenne de 100 kW, ce qui me prendra donc 100 kWh divisé par mes 100 kW, 1 heure. Allez, j'en arrive au poste de dépense énergétique. Le cœur du sujet, ça va également représenter la structure de cette vidéo. On va attaquer à l'arrêt. Dès l'arrêt, un véhicule a des consommations. Ensuite, avant même de rouler, il va y avoir des accessoires qui vont consommer, qui ne sont pas dépendants de votre vitesse ou de conditions de roulage. Il va ensuite y avoir des consommations au ralenti lorsque vous devez vous arrêter à un feu rouge, par exemple. Et puis ensuite, on va se mettre en mouvement. Vitesse d'abord, vitesse stabilisée, sans dénivelé. Il va y avoir plusieurs forces qui vont s'exercer. Résistance au roulement des pneumatiques, frottement interne et traînée aérodynamique. Ces forces, ça va finalement freiner le véhicule. C'est une force qui va freiner le véhicule et ça revient à rouler dans une pente d'un certain pourcentage. Et puis ensuite, on va faire des variations de niveau d'énergie. On va faire accélérer, freiner notre véhicule et puis on va le faire aussi changer d'altitude. On va le faire monter, descendre et on va voir l'influence que cela peut avoir. Alors, une voiture a une dépense énergétique dès la phase d'arrêt. Mais avec une voiture électrique, c'est même encore plus poussé puisqu'elles sont en fait jamais complètement éteintes. En effet, la régulation thermique de la batterie s'opère en permanence. La voiture est en quelque sorte en veille. Ensuite, lorsque vous roulez, il vous arrive de vous arrêter. La consommation au kilomètre lorsque vous êtes dans cette situation d'arrêt, elle est infinie puisqu'on divise par 0 km. Donc en fait, ça revient à faire une limite vers l'infini. Une voiture à l'arrêt, elle consomme en fait uniquement de l'énergie des accessoires sur une voiture électrique ou lorsque le stop and start fonctionne. Et sur une voiture essence, elle consomme l'énergie du ralenti moteur donc voilà, pour une voiture thermique, ce qui représente environ 1 litre par heure, un peu moins même. Alors en fait, on va déjà avoir les accessoires à alimenter. Et sur une voiture thermique, eh bien finalement, comme nous l'avons vu précédemment, le moteur génère beaucoup de chaleur, on va faire en fait de la récupération d'énergie perdue, et donc finalement une sorte de régénération d'énergie, et pour chauffer l'habitacle. Et ce sera donc en fait gratuit.
Pour le reste, pour la voiture, pour les accessoires sur une voiture thermique, en fait, il est généré, également lors de phases de perte. Par exemple, lors de phases de décélération, on va faire tourner l'alternateur qui va recharger la petite batterie, 12 volts de la voiture et qui permettra d'alimenter les accessoires même quand le stop and start fonctionne, par exemple. Sur une voiture, électrique, c'est un petit peu plus compliqué. Vous n'avez pas ces récupérations-là, donc vous allez devoir générer l'énergie et pomper dans la batterie qui sert normalement à rouler pour, chauffer votre habitacle, utiliser votre GPS, votre radio, vos essuie-glaces, vos phares. Mais c'est bien sûr principalement l'habitacle qui est à chauffer qui pose problème. On peut considérer que c'est environ 1500 watts sur des petits trajets pour chauffer le véhicule et environ 800 watts au-delà. Sur une voiture thermique, on peut considérer qu'il faut environ 400 watts puisqu'il n'y a pas l'habitacle à chauffer. Donc comme cette énergie est à fournir, il s'agit de ne pas la gaspiller. Donc comme à la maison, dans les conseils d'optimisation, il faut rester dans des températures d'habitacle qui sont raisonnables, c'est-à-dire 20 degrés en hiver et puis 23 degrés en été. Si vous pouvez, prenez les options de pompe à chaleur qui ont un rendement bien meilleur que les climatisations et les chauffages traditionnels. Et comme pour une maison, le confort est en fait apporté plutôt par la température des parois, du mobilier, plus que par la température de l'air. C'est pour ça que dans une voiture électrique, prenez bien les options siège, volant chauffant. Il y a bientôt des planchers chauffants qui sont à l'étude notamment, toujours dans cette optique d'optimiser l'énergie. Allez, on va discuter du rendement du groupe motopropulseur maintenant. Alors on attaque avec l'électrique. Donc la chaîne est relativement simple. Vous avez votre moteur électrique, on a vu rendement autour de 90%. Et ensuite vous allez avoir des organes mécaniques assez simples. Vous allez avoir un réducteur et un différentiel, qui sont d'ailleurs souvent dans la même entité. Vous allez avoir d'abord la réduction, avec le petit pignon qui rentre sur la grande couronne, là, qui vous fait un ratio de réduction. Et puis ensuite vous avez le différentiel en lui-même, qui vous permet de séparer la vitesse entre les roues gauche et droite pour prendre un virage par exemple. La vitesse de l'essieu est bien celle donnée par le moteur, mais ça vous permet de répartir entre les deux roues. Et puis ensuite, on va déboucher sur des arbres de transmission qui contiennent des cardans qui permettent à la fois de s'adapter au mouvement de suspension et également pour les roues avant, aux roues directrices, pardon, voilà, donc permettre de faire tourner la roue et que le mouvement se transmette quand même. Et ça, c'est un certain rendement. Sur le moteur thermique, on va retrouver ces organes. Le moteur en lui-même, on a vu, les pics sont autour de 33-35%, mais on est plutôt entre 20 et 30 dans la réalité. Et puis vous allez avoir deux organes différents. Vous allez avoir un embrayage qui permet de désynchroniser le moteur thermique de la transmission, ce qui vous permet de vous arrêter au feu, puisque le moteur thermique, on ne l'éteint jamais, il tourne autour de 700 tours minute. Et puis ensuite, une boîte de vitesse, puisqu'on l'a vu, pour des raisons de rendement et de disponibilité de vitesse, on est obligé d'utiliser une boîte de vitesse qui, elle également, est un enchaînement d'engrenages. Alors, toutes ces pièces en mouvement, en frottement, génèrent de la chaleur et donc des pertes. Alors, je vous ai mis quelques exemples pris à la caméra thermique. Vous avez par exemple des engrenages ici, avec une denture conique, et cette denture, elle permet d'optimiser le bruit, par contre, elle dégrade un petit peu le rendement. Alors, cette forme de chevron, pour l'anecdote, c'est l'origine des chevrons de la marque automobile Citroën, qui avait utilisé cette technologie pour réduire le bruit de ces automobiles. Vous avez ensuite un roulement là, dans un palier là, qui a de l'échauffement. Vous allez avoir un autre effet, alors c'est moins facile de se rendre compte que ça crée de l'échauffement, mais vous allez avoir la petite manivelle que vous utilisez quand vous manipulez vos stores. Alors je vous invite à faire le double test, vous allez pouvoir voir déjà le rendement de la bielle manivelle. Vous verrez que c'est pas forcément terrible, vous avez des points morts, c'est pas toujours facile. Et puis ensuite, vous allez avoir le petit cardan qui est en haut, vous regarderez la pièce, ça ressemble au cardan que je vous ai montré précédemment. Et vous verrez que si vous êtes pile bien droit avec votre manivelle, ça va être très facile de faire le mouvement. Si vous commencez à mettre de l'angle, là, la dame elle a mis un peu d'angle, mais si vous rajoutez encore de l'angle, vous verrez que le rendement se dégrade et que c'est de plus en plus difficile de faire bouger le store. Allez, tant qu'on traite du frottement, on va parler du roi du frottement, c'est le pneu. Donc on passe au chapitre 4. Le pneu, c'est un élément fondamental sur n'importe quelle voiture. Donc le choix de sa qualité et le respect de la pression de gonflage notamment ne sont jamais à négliger. Sur une voiture électrique, c'est peut-être encore plus important et exacerbé. Vous avez beaucoup de couples disponibles, vous avez des masses plus importantes, vous avez des exigences en termes de bruit parce que vous n'aurez pas le bruit du moteur pour couvrir le bruit des pneus, en termes d'usure également. Et donc voilà, veiller à la qualité et à la pression de gonflage sur une voiture électrique, c'est fondamental. Oui, on va écorcher un petit peu notre pneu pour regarder de quoi il est constitué. En fait, vous allez voir qu'il y a différentes couches, hein. C'est pas une seule gomme injectée, hein, c'est différentes couches qui sont assemblées les unes sur les autres avec différents caoutchoucs, différents matériaux de manière générale, des renforts textiles, des renforts métalliques, chacun de ces éléments ayant une fonction bien spécifique et en fait rentrant en fait dans la constitution. Puis à la fin, on met dans une presse de cuisson pour vulcaniser le caoutchouc et avoir un produit qui permette
d'avoir de très grandes déformations et une très grande durabilité, puisque vous pouvez garder vos pneus jusqu'à 10 ans, c'est pas conseillé, mais il y a beaucoup de voitures qui ont des pneus qui ont une dizaine d'années, à la merci des éléments, et ils sont toujours là et ils rendent toujours le service. Voilà, c'est un produit qui est assez cher, assez désagréable à acheter, mais je le répète, sur les voitures électriques notamment, ne négligez pas cette phase pour la performance de votre voiture. Alors très simplement, mon pneu va créer une résistance au roulement qui est due à sa déformation et au frottement qu'il a avec la route. La formule paraît compliquée de loin, mais elle est très simple. Pour chaque pneu, vous allez regarder son coefficient de résistance au roulement, hein, qui va varier en fonction de sa conception, mais aussi des conditions d'utilisation, de l'asphalte, de la température, et puis de la masse du véhicule, hein. C'est le produit entre ce coefficient et la masse du véhicule. Enfin, du coup, la masse portée par chaque pneu, et puis au total, la masse du véhicule. Et donc, plus je porte de masse, plus j'ai une force résistante importante. Alors, par-delà la formule, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer cette résistance au roulement avec des machines, et ça nous donne une note. Donc, sur une échelle A, B, C, D, E, F, comme vous avez sur votre note de consommation de frigo, et sur à peu près maintenant tous les appareils que l'on peut acheter. Voilà, vous allez avoir un classement de votre pneu. Donc, vous pouvez le voir quand vous achetez un pneu. Et donc, voilà, les meilleurs élèves vont se situer autour de 6 kilotonnes. En première monte, on arrive même à trouver des pneus qui sont en dessous, autour de 5 kilotonnes. En fait, cette demande, elle a été tirée par la volonté de baisser les émissions de CO2 sur les voitures thermiques. Et donc, ça a obligé les constructeurs à aller chercher et demander à des manufacturiers de pneus d'aller toujours plus loin sur la résistance au roulement. Alors vous voyez qu'il y a des plus mauvais élèves, hein, sur les classes supérieures. Alors il ne faut pas être ayatollah, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des pneus qui roulent sur la route sur grande distance. Il peut y avoir des pneus pour le hors-route, il peut y avoir des pneus pour la glace par exemple dans certaines régions, il peut y avoir des pneus sport qui roulent très peu, qui font très peu de kilomètres, qui ont un usage très particulier et qui voilà, vont aller chercher des classes un peu plus élevées. Mais voilà, si vous êtes un gros rouleur, que vous faites que de la route, eh bien posez-vous bien la question, notamment sur votre voiture électrique, pour pouvoir optimiser votre autonomie. Allez, là, vous avez un impact du choix des pneumatiques sur l'autonomie. Alors, je suis parti d'une Model 3 Long Range Propulsion, qui est une voiture assez benchmark. Est-ce qu'elle peut réaliser, suivant le cycle WLTP, environ 700 km. Alors, les pneus OE, ce sont les pneus de première monte. C'est les pneus qui sont montés d'origine sur les voitures et souvent, ils sont particulièrement optimisés sur ces phases de résistance au roulement. Les benchmarks aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est autour de 5,5 kilotonnes. Donc on va partir du fait qu'elle a ces pneus-là montés d'origine. Je n'ai pas l'information, mais on va partir de ce fait-là. Et bien, si vous mettez un pneu classe C, c'est quand même pas un mauvais pneu, hein, mais un pneu classe C, vous allez déjà perdre pas loin de 20 km d'autonomie. Et si vous mettez un pneu classe F, vous perdrez 40 km d'autonomie. Et qu'on voit que la part des pneus, hein, même avec un pneu très, très basse RR, on va être autour de 3 kWh au 100 km. Et on va aller jusqu'à presque 7 kWh au 100 km rien que pour les pneus sur les pneus les plus énergivores. A noter également, la résistance au roulement dépend de la charge appliquée sur le pneu. Et donc par exemple, quand vous rajoutez 100 kg dans votre coffre de voiture, vous allez perdre environ 0,25 kWh au 100 km pour un pneu de classe C. Si vous mettez 200 kg, vous perdrez 0,5 kWh au 100 km. Nous allons aborder à présent les efforts aérodynamiques dont la formule est la suivante. Fx, donc l'effort aérodynamique, c'est 1,5 de ρ, qui est la masse volumique de l'air, qui va dépendre principalement de sa température et de son taux d'humidité. V, qui va être un terme au carré, donc le terme le plus important de l'équation, qui va être la vitesse du véhicule plus ou moins la vitesse du vent. Puis ensuite la surface frontale, qui est donc la surface, donc la largeur fois la hauteur du véhicule, fois un petit coefficient de remplissage suivant la forme du véhicule. Donc plus un véhicule est imposant, plus il a une prise au vent importante. Je ne vous apprends rien. Et bien ensuite le Cx, qui est le coefficient de traînée sans unité, qui est mesuré en soufflerie et qui dépend de la forme du véhicule. Allez, alors comme d'habitude, je vais essayer plutôt de parler en cas concret plutôt que de rester sur les formules. On va partir de notre BMW i4 qui va nous suivre un peu tout au long de cette présentation. Elle a un CX de 0,24. Si je prends la version SUV, ça va être finalement le iX3 chez BMW. Il n'aura pas tellement plus de place à bord. Par contre, il a une position plus haute, une garde au sol plus haute. Et bien on voit que le CX en prend vraiment un coup. Le SCX également, parce que le véhicule est plus haut. Et ça va quand même générer une surconsommation de l'ordre de 5 kWh au 100 km. C'est 40% de plus. Alors, c'est 40% pour le poste. Là, on est vraiment que sur le poste aéro, hein. Ça va correspondre peut-être à 20-25% en plus sur la totalité des postes, mais voilà, on est sur un gap vraiment important. Alors, il faut noter quand même que ce n'est pas une fatalité. Tesla, par exemple, sur le modèle Y, a fait un véhicule qui a une habitabilité exceptionnelle, hein, franchement très très grande, en optimisant vraiment l'espace à bord et en faisant un petit capot, par exemple, et une forme très aéro qui permet d'atteindre un CX de 0,23. Et donc, même avec le SCX, voilà, on arrive dans des surconsommations qui sont très faibles. Là, on est à 14 kWh au 100 km. Donc on est assez proche finalement, même entre le modèle 3 et le modèle Y, on a finalement assez peu d'écart.
Ça se paye par contre en esthétisme, puisqu'on se retrouve à avoir des voitures électriques qui ont un peu toute la même forme. Vous regarderez un peu les voitures chinoises aussi, qui ont toujours cette forme de goutte d'eau un petit peu. Malheureusement, on n'y échappe pas vraiment pour conserver une belle efficience sur autoroute notamment. Petite extension sur les effets météorologiques. Et donc on va commencer par les forces aéro. On a vu que la température avait un impact, puisque la densité de l'air est d'ordre 1 dans la formule. Et donc quand vous faites un parcours à 30 degrés, si vous le refaites à moins 10 degrés, vous allez consommer environ 2 kWh au 100 km de plus. Ça correspond à environ 10% d'autonomie sur une voiture électrique. Sur une voiture thermique, je vous rappelle qu'il y a un rapport de 10, 2 kWh, ça correspond à 0,2 litres au 100. C'est assez insensible. Et sur votre voiture électrique, vous allez également devoir chauffer l'habitacle, je vous le rappelle, c'était le premier chapitre. Siège chauffant, habitacle et volant chauffant par exemple. Deuxième facteur, toujours lié à cette formule, ça va être la vitesse du vent, qui va venir s'ajouter à la vitesse du véhicule. Et elle est au carré. Elle a un impact énorme. Par exemple, 30 km/h de vent de face, c'est 5 kWh au 100 km, 20% d'autonomie sur une voiture électrique environ sur autoroute. Sur une voiture thermique, on va être à 0,5 litres au 100 km, donc oui, c'est un peu plus, mais bon an mal an, ça représente finalement pas grand-chose. Et puis on revient un petit peu sur les chapitres précédents avec la résistance au roulement des pneus, on va parler de la route mouillée. Globalement, le coefficient de résistance au roulement il augmente de 20% sur route mouillée, donc on va prendre environ 1 kWh au 100 km sur la consommation d'une voiture électrique, ça fera 0,1 litre au 100 sur une voiture thermique, et sur une voiture électrique, c'est encore 5% d'autonomie de perdu. On touche alors du doigt une des limites pour l'automobile d'un déploiement massif de la voiture électrique. Dans des régions particulièrement touchées par des vagues de froid, des pluies et une forte densité de voitures, je pense par exemple à la région Rhône-Alpes en France, hein, sans aller très loin, mais il faut imaginer par exemple que lors de départs en vacances hivernaux ou autour des vacances de Noël, quand beaucoup de monde se déplace, si on avait tous des voitures électriques, avec des autonomies fortement réduites par les conditions météo et des capacités de charge qui sont ce qu'elles sont, même si on se projette dans le futur, on va les augmenter, mais il faut bien imaginer qu'un parc 100% électrique serait quand même très compliqué à gérer dans ce type de situation. Voilà, c'est peut-être une des limites que l'on peut voir. Autant ça se passe très bien quand il fait beau, avec voilà, 5, 10, 15, 20% de voitures électriques, je pense qu'on peut le gérer sans problème. Si on va au-delà, je pense qu'il faudra vraiment, franchement, soit améliorer la techno des voitures, soit améliorer l'implantation et la possibilité de recharge, pour peu que ce soit faisable. Allez, alors on reste dans ce chapitre aéro et je pose une petite question provoque. Est-ce que les planificateurs ne seraient-ils pas tous nuls finalement? Alors en effet, un planificateur, il est capable de vous dire à quel pourcentage de batterie vous allez arriver, de vous conseiller des endroits où vous arrêtez, mais rares sont ceux qui vont aller jusqu'à vous conseiller un trajet, optimiser complètement un trajet. Je m'explique. Sur une voiture thermique, globalement, plus vous roulez vite, plus votre trajet est court. Et finalement, la limite, c'est souvent les limitations de vitesse. Sur une voiture électrique, ça peut être un peu plus source que ça. Quand vous partez batterie pleine, c'est rarement le cas, mais dès qu'on va être sur, par exemple, la deuxième charge, où vous partez à 80%, 70%, eh bien, en fait, vous allez avoir une vitesse optimale. Et elle va dépendre de plusieurs critères. Elle va dépendre de la capacité restante de la batterie, de la consommation de la voiture, de sa vitesse de recharge et de la position des bornes, mais également du nombre de kilomètres qui vous reste à parcourir. En fonction de ça, en fait, eh bien, vous allez avoir au début une durée totale qui va décroître, hein. Donc la durée sans pause, finalement, ce serait la voiture thermique, pour peu qu'elle ait le plein. Et on va pouvoir construire cette courbe noire qui va être la somme entre cette courbe verte, qui est, on va dire, la voiture avec une énergie infinie, sans pause, et puis les temps de pause, qui vont augmenter au fur et à mesure. Plus vous roulez vite, plus vous avoir un temps de pause qui va augmenter. Si vous faites une seule pause, vous allez devoir charger plus de pourcents, et puis des fois, vous allez même devoir faire deux pauses. Et donc finalement, on peut définir une vitesse optimale. Alors là, dans mon cas, elle est à 170 km/h, mais suivant les configurations, parfois, suivant les consommations que vous allez avoir, elle peut descendre. Et peut-être que des fois, il est plus intéressant de rouler à 110 qu'à 130, par exemple. Mais rares sont les voitures qui sont capables de vous fournir cette information. Alors, cet aéro, c'est également la raison pour laquelle il est très difficile de tracter avec les voitures électriques. En fait, vous pouvez largement tracter sur national ou en périurbain, c'est facile. Mais dès qu'on va arriver sur autoroute, eh bien, on le rappelle, peu d'énergie embarquée. L'aéro prend une part importante et en fait, c'est ce qui fait que c'est assez difficile de tracter. C'est pas tellement la charge ou la masse à tracter, c'est vraiment l'aéro qui est d'ordre 1. Et puis un dernier petit conseil, parfois ça vaut le coup, si vous en avez l'envie, d'essayer d'optimiser votre trajet. Parce que des fois, par exemple, en coupant par une nationale, vous allez enlever des kilomètres. D'accord? Donc finalement, on a vu un nombre de kilomètres à parcourir, c'est un facteur influent. Vous allez baisser votre vitesse, donc d'imiter les effets aéros. Donc là, vous allez gagner en consommation de la voiture et vous allez gagner des fois une recharge. Et finalement, vous aurez parfois un temps de trajet qui est presque équivalent au trajet autoroutier. Donc pour ceux qui avaient déjà l'habitude de prendre souvent la nationale pour diverses raisons, vous serez souvent moins embêté que les gens qui ont l'habitude de prendre l'autoroute en permanence. Allez, on va aborder maintenant l'énergie mécanique et les variations d'énergie.
Donc voilà, pour l'instant, on roulait en ligne droite, à vitesse constante et sans dénivellation. Mais la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. On a des variations énergétiques. Alors elles sont de trois ordres. En fait, l'énergie mécanique, elle existe sous trois formes. On va passer très vite sur la première, c'est l'énergie élastique. C'est l'énergie que possède un matériau quand vous l'avez déformé. Et par exemple, un ressort. Quand vous jouez au flipper, vous avez comprimé un ressort. Quand vous appuyez sur le bouton la bipare, et vous transformez ça en énergie cinétique et c'est parti pour jouer. Alors l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet en fonction de son mouvement. Donc il dépend de sa masse et de la vitesse au carré. Vient ensuite l'énergie potentielle de pesanteur, qui dépend, elle, de la masse, de la gravité terrestre dans notre cas, et de la hauteur de l'objet. Alors je vous ai mis un petit schéma que vous connaissez bien, par exemple un grand 8. Eh bien, vous allez partir par exemple à l'arrêt d'un point haut, là on va le simuler avec une bille, on va lâcher à ma bille de 10 mètres de haut, elle est à l'arrêt, elle n'a donc que de l'énergie potentielle de pesanteur. Je la lâche, elle va accélérer, descendre, elle va commencer à gagner de l'énergie cinétique jusqu'à atteindre un maximal d'énergie cinétique au point 0 mètre, où elle n'a plus du tout d'énergie potentielle de pesanteur. Et puis ensuite elle peut remonter et suivre son parcours. Dans un monde sans frottement, elle pourrait même retourner au point de départ. Malheureusement, c'est impossible. Le mouvement perpétuel n'existe pas. Nous vivons dans un monde de frottement imparfait. On génère de l'entropie et donc nous avons des pertes en permanence. Mais ça, on en a déjà parlé. Allez, on va aborder un petit cas concret sur l'énergie potentielle. On va prendre un gros BMW X5, le gros SUV 2 tonnes 3, versus la plus petite des BM, la série 1 qui pèse 1 tonne 3. Eh bien, monter mon X5 à 500 mètres d'altitude, c'est l'équivalent en termes d'énergie à monter ma série 1 quasiment au double, à 900 mètres d'altitude. Pour vous donner un ordre de grandeur de la perte énergétique que ça peut représenter d'avoir la surmasse. Alors on verra que sur les voitures électriques et hybrides, on a une capacité à récupérer une partie, mais voilà, il y a quand même une forte différence d'énergie à fournir pour monter un gros véhicule en altitude. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer simplement la régénération. Donc, on l'a dit, une voiture dotée d'un moteur électrique, qu'elle soit hybride ou 100% électrique, est capable de profiter des baisses de niveau d'énergie, c'est-à-dire soit d'une diminution de la vitesse, soit en descente, d'être capable de récupérer, de transformer, le moteur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique puis chimique dans la batterie. Donc, je suis dans une descente de 5%. Je roule à 130 km/h, j'ai la force résistante des pneus, de l'aéro et de la transmission, ça on l'a vu. Elle est assez forte puisque je roule vite. Et on a vu que ça équivalait à une pente en montée finalement, ça équivaut à une montée, hein, une force qui me traîne vers l'arrière. Et on va dire que ça équivaut dans notre cas présent à une pente de 10%, une montée de 10%. Donc quand je fais la somme des deux, ben, j'ai beau être physiquement dans une descente, et bien en fait, quand je fais la somme des deux, c'est comme si j'étais dans une montée de 5%. Et donc je dois accélérer bien que je sois en descente. Il n'y a dans ce cas aucune régénération, il n'y a rien à récupérer. En fait, votre descente, elle vous permet déjà de pallier, en fait, d'avoir gratuitement une partie des forces résistantes liées aux pneus, à l'aéro et à la transmission. Deuxième cas, je suis toujours dans ma descente de 5%, et ce coup-ci je roule à 50 km/h. Ma force, notamment aérodynamique, va être bien plus faible, et dans ce cas-là, l'ensemble de mes forces résistantes, eh bien, ça va représenter une montée de 2%. Je fais la somme des deux, et je me retrouve finalement dans un équivalent qui va être une pente de moins 2%. Donc si je ne fais rien, mon véhicule ne va faire qu'accélérer, hein, jusqu'à atteindre une certaine vitesse où il va se stabiliser. Mais voilà, du coup, pour garder cette vitesse constante de 50 km/h, en fait, je dois freiner avec ma voiture thermique pour garder cette vitesse. Et avec une voiture électrique ou hybride, eh bien, je vais avoir possibilité de récupérer de l'énergie dans ce cas-là. Donc, deuxième type d'énergie mécanique que l'on utilise pour calculer la consommation des véhicules, c'est l'énergie cinétique. Donc, c'est l'énergie que vous allez utiliser quand vous allez accélérer pour passer de 0 à 50 km/h, par exemple, et l'énergie que vous allez devoir dissiper en freinant ou avec de la régénération, par exemple, pour faire l'opération inverse, par exemple, passer de 50 à 0 km/h. Elle dépend de la masse du véhicule et de sa vitesse au carré, donc de la variation de vitesse au carré. Donc cette énergie cinétique, on l'appelle également l'inertie, hein. Vous avez peut-être, c'est plus facile de faire l'analogie avec ce terme-là. Voilà, c'est l'inertie que vous embarquez. Alors, petit aparté, voilà, on voit que ça dépend de la masse. Donc, si on reprend nos deux BMW, la très lourde et la très légère, et bien finalement, mon gros SUV de 2 tonnes 3 à 150 km/h, il embarque autant d'énergie que ma série 1 à 50 km/h de plus, c'est-à-dire à 200 km/h. Donc là, une fois de plus, la surmasse, eh bien, ça va représenter une surconsommation d'énergie directement liée à cette formule de l'énergie cinétique. Concernant la régénération, ça va fonctionner un petit peu pareil qu'en descente, c'est-à-dire que parfois vous aurez suffisamment de force résistante et vous n'aurez finalement pas besoin de freiner, mais du coup vous ne pourrez pas régénérer non plus avec une voiture électrique ou hybride. Puis parfois vous aurez peu d'efforts résistants, notamment à basse vitesse, et vous allez pouvoir récupérer une grande partie de votre décélération.
Allez, je peux pas parler de ces variations d'énergie cinétique sans aborder le cas des dodanes. Genre, je fais un rapide aparté. Alors, c'est vraiment une aberration écologique et puis même en termes de bruit, les dodanes, puisqu'en fait, souvent déjà, ils sont gabarités pour passer à une vitesse plus basse que la vitesse à laquelle c'est limité sur le tronçon. Donc, par exemple, si vous avez une zone 30, vous verrez que les dodanes, en fait, il faut les passer à 10-15 km/h pour pas abîmer sa voiture. Donc, ils obligent à freiner sous la vitesse limite. Ça génère des particules de frein. Et puis ensuite, ils obligent à réaccélérer pour revenir à la vitesse limite. Donc ça fait des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas une dépense d'énergie. Et en plus, ça génère du bruit. Alors les électriques et les hybrides, elles améliorent bien sûr ces deux points grâce au freinage régénératif, mais enfin c'est quand même un gaspillage d'énergie. De plus, ces dodanes, ils accélèrent très fortement l'usure des organes de suspension et de direction, qui sont des pièces de sécurité. Ils usent la structure de la batterie, puisque les batteries n'aiment pas du tout les chocs. Et ils vont également user plus rapidement la batterie des hybrides et des électriques, puisque ça va créer un cycle de charge-décharge avec la régénération, qui n'est pas utile. Et puis ils ont eu un effet pervers, c'est qu'en plus ils ont accéléré la vente de véhicules hauts type SUV dans le SCX, donc le coefficient de pénétration dans l'air est moins bon et en plus la masse est plus élevée. Donc vraiment, c'est un cas d'école de ce qu'il fallait pas faire, les dodanes. Je pense que des feux adaptatifs, quand vous roulez trop vite, un feu qui passe au rouge est beaucoup plus intéressant. Allez, je ferme ma parenthèse dodane, on revient à nos moutons, ou plutôt à nos voitures. Et on va partir, je donner un avant-goût de ce que vous allez voir dans la prochaine vidéo qui va comparer la BMW thermique électrique. Là, on va simplement partir des besoins énergétiques hors rendement et on va voir que on va comparer l'usage urbain et l'usage autoroutier et on va voir que la répartition des postes que l'on vient de voir, elle est complètement différente. Donc elle est plutôt assez homogène sur les différents postes, sur l'usage urbain. On va avoir une grande part qui est liée aux pneus. Le pneu représente 30%, il est très important, hein, donc voilà, une fois de plus, ne négligez pas le choix de ces pneus, parce que c'est un des paramètres sur lesquels vous pouvez influer. Il va y avoir ensuite les variations de vitesse. Donc voilà, optimisez-les. Les variations de vitesse vous coûtent de l'énergie. D'accord. Il va y avoir ensuite eh bien, le chauffage de la voiture. Alors, il est récupéré sur une voiture thermique, on l'a vu. Sur une voiture électrique, il faut le fournir. Et donc, il y a un besoin en chauffage, notamment donc, des accessoires et principalement en hiver. Et puis, quand on va passer sur notre usage autoroutier, eh bien, là, on voit qu'il y a Madame Aérodynamique qui représentait que 3%, qui passe à 60. Donc là, on voit que de négligeable, on passe au poste numéro 1. Et donc là, voilà, il faut prendre une voiture qui est une bonne aéro, idéalement. Et puis ensuite, c'est bien rouler à la vitesse adaptée pour pouvoir optimiser votre autonomie. Nous voilà arrivés à l'issue de cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu technique, mais j'espère que vous aurez commencé à pouvoir percevoir les différents postes et puis les facteurs influents pour chacun. Ce qu'on voit quand même, hein, c'est que suivant le parcours, l'importance de ces postes, elle évolue, mais que les fondamentaux restent, c'est-à-dire que le choix d'itinéraire, le type de conduite, la météo vont influer fortement sur votre temps de trajet. Le deuxième focus va concerner la régénération. Voilà, on a vu un peu comment ça fonctionnait, que ça permettait de récupérer une partie des pertes. Il n'en demeure pas moins que ça n'est pas une baguette magique. Une des idées reçues, c'est que par exemple, on fait moins de kilomètres sur autoroute parce qu'on régénère très peu avec les voitures électriques. Du coup, on bénéficie plus de la régène et du coup, l'autonomie est mauvaise. Ça n'est pas vrai. La manière la plus efficace de faire un trajet, c'est à vitesse parfaitement constante. Quand vous commencez à osciller autour de votre vitesse moyenne avec des accélérations freinage, vous allez malgré tout, on l'a vu, hein, dégrader le rendement global puisque vous ne récupérerez pas l'intégralité de l'énergie que vous avez surdépensée. Mais ça reste un moyen très efficace pour pouvoir limiter les pertes. Alors vous avez également, je pense, touché du doigt sur le fait que l'utilisation d'énergie électrique dans le transport apporte beaucoup, mais sur certains usages et pas sur tous. Il reste certaines limites. Et c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entendait depuis 10-15 ans. Voilà. Bon, politiquement, il fallait accélérer cette transition, installer des chargeurs, faire développer la filière. Aujourd'hui, on est dans un stade qui serait plutôt au déploiement. On voit que la priorité la plus intéressante serait de déployer maintenant sur les usages sur lesquels ça fonctionne bien, pour les personnes pour lesquelles ça fonctionne bien, et puis accepter quand même qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est encore un peu plus difficile, soit de par leur usage, soit de par la région dans laquelle ils habitent, soit de par leur budget. En fait, il va y avoir voilà, tout un tas de facteurs externes qui font que ça n'est pas forcément une solution pour tous. Et en plus, il faut imaginer que si tout le monde utilisait cette énergie-là, aujourd'hui avec les moyens qu'on a, ça resterait très difficile. Voilà. Donc c'est pas blanc ou noir, c'est finalement quelque chose à la carte et en bonne intelligence. Alors, un exemple par exemple de ça, dans le domaine du poids lourd, aujourd'hui il existe des camions électriques pour faire des ramassages de poubelles par exemple, qui sont très intéressants puisqu'ils roulent à basse vitesse, beaucoup d'arrêts et redémarrages, hein, et en plus ils évoluent en ville, donc ça vous enlève les nuisances sonores, et également olfactives liées à l'usage d'un gros camion en ville.
Inversement, pour le transport de fret, bon, il commence à exister des produits pour le transport de fret sur autoroute, mais on voit que voilà, avec la force de résistance à l'avancement des forces aérodynamiques, bon, ça reste des usages qui sont un peu plus difficiles à aller atteindre. De la même manière, de l'aviation civile, hein, avec des vols qui doivent quand même aller relativement vite. Voilà, bon, même si un avion a un très bon CX, là pour le coup, voilà, il va voler dans des températures très froides, donc ça pose des questions en termes de chauffage de l'habitacle, d'efficience de la batterie. Bon, ça pose tout un tas de questions qui font que pour l'instant, ça paraît assez lointain. On imagine que la technologie va continuer d'évoluer, et que peut-être qu'un jour on va y arriver. Pour l'instant, ça semble un petit peu difficile. On va revenir un peu plus terre à terre dans la prochaine vidéo. On va comparer notre BMW thermique et électrique et on va voir un petit peu comment ça se comporte sur chacun des usages. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Je vous ai également mis mon lien de parrainage Tesla sur les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les véhicules. Je serai ravi de vous répondre pour la partie que je connais. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.